Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les États-Unis pressent Haïti de former un nouveau conseil électoral provisoire et mettent en garde tous les acteurs qui s'y opposeraient. Dans un tweet, les autorités américaines ont indiqué que les protagonistes qui ne veulent pas des élections doivent s'attendre à en payer les conséquences. L'enquête sur l'assassinat du bâtonnier d'Orval progresse. Ce jeudi, 4 individus présentés comme les principaux suspects dans ce meurtre ont été auditionnés au parquet de Port-au-Prince. Ils ont été transférés au pénitencier après leur audition. Les funérailles du professeur d'Orval ont été chantées ce jeudi en stricte intimité. Les amis, les membres de la famille ont rendu un dernier hommage au bâtonnier. Le relèvement de la police nationale d'Haïti passe par la haute conscience de ses agents et la confiance de la population dans l'institution policière, selon le Premier ministre, qui est aussi ministre de la Planification et de la Coopération externe. La police ne symbolise pas seulement la force, mais également la justice, puisqu'elle juge avant le juge, a poursuivi M. Joute, croyant que les policiers doivent désormais se mettre à la hauteur des attentes des citoyens pour accomplir leur mission qui est de protéger et servir. Il a fait ces déclarations jeudi lors d'une cérémonie de signature du protocole d'entente au ministère de la Planification et de la Coopération externe avec l'ambassadeur canadien en Haïti, Stuart Savage, et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent. Ce protocole a été paraphé dans le cadre d'un projet d'appui à une police professionnelle et inclusive en Haïti. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desauguste et Guy Trichoisy. 3 institutions ont paraphé ce protocole relatif à un projet d'appui à une police professionnelle et inclusive dans le pays. Il s'agit du ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et l'ambassade du Canada en Haïti. Ce document signé par Haïti et le Canada permettra de renforcer l'institution policière haïtienne en matière de ressources humaines et matérielles notamment. L'ambassadeur du Canada en Haïti, M. Stuart Savage, renouvelle l'engagement de son pays en matière d'appui à l'instauration d'un climat sociopolitique serein. La signature aujourd'hui d'un protocole d'entente concrétise la volonté continue du Canada d'appuyer le gouvernement haïtien dans sa démarche de professionnalisation de la PNH et la lutte contre l'insécurité. M. Stuart Savage promet l'appui du Canada à la police nationale afin de soutenir son processus de développement dans le cadre de son plan stratégique de renforcement 2017-2021. Il s'agira d'augmenter le budget de fonctionnement de l'institution afin de l'aider à atteindre un effectif de 25 000 agents déployés sur toute l'étendue du territoire national et de renforcer la capacité de l'inspection générale afin de parvenir à une décentralisation réelle des actions de l'institution policière. D'où l'importance de cet appui, selon l'ambassadeur canadien en Haïti. Dans cette optique, je suis fier de vous parler aujourd'hui de ce nouveau projet intitulé « Appui à une police professionnelle et inclusive ». D'une valeur de plus de 12 millions de dollars canadiens, conçu de façon participative entre la coopération canadienne et les PNH. La police ne symbolise pas seulement la force, mais également la justice, puisqu'elle juge avant le juge, a fait savoir le Premier ministre, également ministre de la Planification. Joseph Joute pense que la signature de ce protocole d'accord entre le Canada et Haïti permettra de renforcer l'intégrité du corps et de lutter contre toutes les formes de corruption au sein de la PNH. Ces explications. C'est avec beaucoup de plaisir et certainement avec un sentiment de satisfaction que je m'apprête à signer en présence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ce protocole d'entente d'un montant avoisinant les 12 350 000 dollars canadiens, dont l'objectif est de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la police nationale d'Haïti, la PNH.
Selon le Premier ministre, cela fait déjà plus de 25 ans que le pays consent d'énormes sacrifices pour disposer d'une police à la hauteur de ses aspirations. Mais pour l'instant, il semble qu'Haïti n'est pas encore au bout du tunnel et c'est le chef du Conseil supérieur de la police nationale lui-même qui le souligne dans ses propos. La police ne symbolise pas seulement la force, mais également la justice, puisqu'elle est le plus souvent appelée à juger avant les juges. On comprend donc que les policières et policiers doivent être perçus et doivent être des femmes et des hommes de haute conscience. En parlant de la signature d'un protocole d'accord pour renforcer la police nationale d'Haïti en matière de ressources humaines et matérielles, il y a un autre fait à ne pas oublier. La présence de certains policiers dans les rues de la capitale sous couvert de Fantôme 509, incendiant tôt sur leur passage. Depuis quelques jours, la population haïtienne vit dans la peur et l'incertitude car personne ne sait ni quand ni où les fantômes vont frapper pour une nouvelle fois. Face à cette situation, une question se pose. Monsieur le Premier ministre, Fantôme 509 a encore frappé hier. Quelle est la position du Premier ministre que vous êtes, chef du CSPN, s'il vous plaît? Je vous aime. Tout simplement. Mais une telle annonce permettra-t-elle à la population d'oublier les actes d'insécurité et de banditisme, voire les dernières attaques des Fantômes 509? Monsieur le Premier ministre, il faudra plus qu'une déclaration d'amour pour faire passer la souffrance et la douleur de la population haïtienne. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a procédé ce jeudi à l'audition de 4 individus considérés comme les principaux suspects dans le meurtre du bâtonnier Montferrier d'Orval. Après leur audition, ces personnes, qui étaient jusque-là placées sous le contrôle de la Direction centrale de la police judiciaire, ont été transférées au pénitencier national. Parallèlement, des parents et amis des suspects étaient au palais de justice. Ils ont clamé l'innocence de ces individus. Les funérailles du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval, ont été chantées ce jeudi en toute intimité, comme le voulait la famille. Des membres de cette famille, des amis, ont rendu un dernier hommage à maître d'Orval, rappelons-le, assassiné le 28 août dernier. Notons que le barreau de Port-au-Prince entend également organiser d'autres activités ce vendredi afin de saluer la mémoire du professeur d'Orval. Enfin, une messe devrait être dite demain, vendredi 18 août, pour le bâtonnier d'Orval à l'église Saint-Pierre. Les États-Unis demandent aux acteurs haïtiens de faire leur travail respectif en ce qui concerne l'organisation des prochaines élections. Selon un haut fonctionnaire du département d'État américain, le président a un travail à faire, les législateurs en avaient un mais ne l'ont pas fait et la société civile a aussi un travail à faire. Il a fait ces déclarations lors d'une visioconférence à la suite d'une question concernant la crise socio-politique actuelle dans le pays et notamment les difficultés auxquelles le pouvoir en place est confronté dans la mise en place d'un nouveau conseil électoral provisoire en vue des prochaines élections. Il en a profité pour fustiger le comportement des protagonistes qui refusent de s'impliquer dans le processus, tout en rappelant que ces derniers doivent s'attendre à des conséquences, mais sans préciser toutefois la nature des sanctions prévues. Des dégâts matériels importants sont recensés suite à l'incendie du restaurant Évasion qui se trouve à la rue Magloire-Ambroise. Des hommes armés non identifiés circulant à bord de motocyclettes seraient à l'origine de ce sinistre selon des citoyens de la zone rencontrés sur place. Comment ont-ils vécu cet événement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Il était entre 9h et 9h30 mercredi soir quand le restaurant Évasion situé à la rue Magloire-Ambroise a pris feu. Un des témoins rencontrés sur place explique.
12 motocyclettes. Même camper nèg bon gagan. Et puis après nèg rentrer en la médifé. Présent sur les lieux et également menacé par cet incendie, ce quadragénaire a connu les heures les plus sombres de sa vie. Il n'est pas le propriétaire du restaurant, mais c'était quand même son gagne-pain, du moins en partie. Ce sinistre a manqué de s'étendre à toutes les maisons les plus proches. Les voisins ont vécu un moment d'angoisse. Pendant nous nous dormi, nous tendez à dire fait qu'on y a nous toutes là nous courir. Grâce à l'intervention des pompiers, le pire a été évité, révèlent des riverains de la zone qui, dans l'intervalle, affirment avoir fait l'objet de menaces. Même téléphone nous pas de temps prend, yo entrer là, yo prend téléphone nous là, ou nous sortir dans le camper l'autre bord. Bloc 2 3 mais nous pas entrer non nous chita bolari. Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 septembre, les locaux du bureau de l'ONI qui se trouve à Bourdon ont été partiellement incendiés. Ceux du bureau de Delma 31 ont subi le même sort le lundi 14. Ce mercredi 16, les locaux du FAES ont été pris pour cible et ceux de l'ONI à Bourdon ont subi une nouvelle tentative. La liste s'allonge et le feu paraît plus que jamais une arme pour exprimer le mécontentement. Mais pour la première fois, une entreprise privée est ciblée, le restaurant Évasion. Joint au téléphone, le commissaire Béançon Soljour, nouveau responsable de la direction centrale de la police administrative et aussi l'un des responsables du restaurant Évasion, n'a pas souhaité réagir. Plusieurs salles de cet établissement sont parties en fumée et d'importants dégâts matériels sont recensés. Notre invité de ce soir, qui est avec nous en visioconférence, est le professeur Rony Desroches de la Société civile. Bonsoir, professeur Rony Desroches. Bonsoir, M. Klein. Bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Voilà, donc si vous le voulez bien, professeur Desroches, on va faire un petit tour d'horizon rapide sur la situation qui pourrit la vie des gens depuis quelques jours à Port-au-Prince, avec des attaques inattendues à gauche et à droite. Et également, en un deuxième temps, on va revenir sur la confirmation par les autorités américaines de leur position par rapport aux élections. Alors, commençons par l'état des rues, si vous voulez bien. Comment est-ce que vous voyez ce phénomène des fantômes 509 ? Bon, c'est un phénomène extrêmement inquiétant parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que des policiers puissent mettre en péril et en difficulté de paisibles citoyens qui essaient de vaquer à leur occupation, qui incendient des véhicules, qui détruisent le parc automobile de l'État haïtien. L'État haïtien, c'est notre patrimoine, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent du citoyen, de la citoyenne haïtienne. Et aussi, on pense que quand même leur réaction, leur action, c'est tout à fait disproportionné par rapport à leurs revendications. S'ils ont des revendications salariales, s'ils ont des revendications concernant leurs conditions de travail, eh bien, les syndicats prévoient des moyens de faire valoir ces revendications. S'ils ont des revendications par rapport à certains de leurs camarades qui seraient emprisonnés ou autres, la justice prévoit des mécanismes pour faire valoir ces droits. Mais il n'est pas question de menacer les citoyens, il n'est pas question non plus de détruire le patrimoine. D'autant plus que c'est une population qui a été pratiquement traumatisée au cours de ces derniers mois. Depuis le pays LOC, il y a une frange de la population haïtienne qui n'a pas beaucoup de moyens et qui souffre énormément de cette situation. Ce sont des gens qui vivent au jour le jour, qui doivent sortir dans la rue pour gagner leur pain quotidien. Ça leur porte un préjudice terrible.
Tout à fait d'accord avec vous, professeur Desroches, mais il y a un autre aspect de la question. Face aux actions posées par ces fantômes 509, il y a la réaction des autorités gouvernementales qui semble se caractériser par une passivité un peu inquiétante, non? En effet, ceci inquiète les citoyens parce que on ne se sent pas protégé, on ne sent pas qu'on est en sécurité dans les rues, et aussi ça bloque les activités économiques, les activités sociales en général. Mais il faut dire une chose, c'est que nous avons une police nationale qui est faible. Faible d'abord en effectifs, faible en équipement. Si vous prenez un pays comme la République dominicaine, qui a une population similaire à la nôtre, à peu près 11 millions, 12 millions d'habitants, eh bien, entre l'armée dominicaine et la police dominicaine, ils ont 100 000 hommes armés qui assurent la protection des citoyens, la défense du pays, etc. Nous autres, nous n'avons que à peine 17 000 policiers, n'est-ce pas? Quant à l'armée, c'est un embryon qui n'a même pas vraiment une capacité d'intervention. Au niveau de l'équipement, nous avons à peine quelques blindés qui sont souvent en panne, n'est-ce pas? Et qui n'ont pas le temps d'être véritablement maintenus en bon état de fonctionnement. Vraiment, nous sommes sous-équipés. Et je crois qu'en plus de cela, il faut rappeler que nous avons eu, je dirais, la légèreté de détruire, de démanteler notre armée, qui était quand même une institution qui avait un certain nombre de capacités en matière de renseignement, en matière de présence et de maîtrise du terrain. C'est vrai que l'armée d'Haïti avait besoin d'être réformée parce qu'elle n'était pas respectueuse des droits de la personne humaine. Elle avait parfois un rôle politique je dirais, négatif, mais il nous fallait la réformer, mais non pas la détruire. Notre police, elle est jeune, elle est sous-équipée, elle est en sous-effectif également. Ceci explique, d'après moi, en partie l'attitude, n'est-ce pas, des dirigeants face à une menace qui émane du sein même de la police. Et naturellement, il ne faut pas négliger non plus la dimension politique, parce que d'après moi, dans tout cela, il y a certainement des influences politiques, des influences déstabilisatrices qui s'exercent. À ce propos, professeur Desroches, que pensez-vous de l'attitude du Premier ministre qui semble avoir pris la décision de refuser l'affrontement et de rechercher le dialogue avec ces fameux fantômes? Bon, écoutez, on peut comprendre, n'est-ce pas, que c'est une attitude quelque peu de sagesse. Imaginez que cette police, n'est-ce pas, qui est sous-équipée, se mette à, n'est-ce pas, tirer sur ces policiers, enfin déguisés en fantômes, qui se présentent comme, n'est-ce pas, des policiers revendicatifs. Et ça créerait un très gros malaise au sein de la police nationale. Parce que vous savez que dans ces corps, l'armée, la police, il y a des sentiments de confraternité, des sentiments de solidarité. Lorsque un est attaqué, l'autre, se sent aussi menacé. Donc ça pourrait créer des remous et ça pourrait bouleverser, faire exploser carrément ce petit corps de police que nous avons. Donc il y a peut-être un peu de sagesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sûr que, à côté des revendications légitimes que peuvent avoir certains policiers, mais il y a certainement une influence politique, n'est-ce pas? Et nous autres, nous le disons depuis des temps, il est absolument indispensable et urgent que ce gouvernement en place
entame un dialogue avec ses adversaires politiques, avec aussi le secteur privé des affaires. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le secteur privé des affaires est attaqué sur plusieurs fronts. Il y a peut-être des gens qui avaient un certain nombre de privilèges et qui aujourd'hui sont en train de les perdre, n'est-ce pas? Tout ceci rentre dans l'équation, à mon avis. Donc c'est pour cela que la voie du dialogue est nécessaire pour résoudre le problème, parce qu'un affrontement risquerait d'envenimer la situation et nécessairement vous auriez des victimes collatérales, n'est-ce pas, dans un affrontement. Oui, mais cela dit, comme son nom l'indique, un dialogue implique qu'on est deux, sinon c'est un monologue. C'est certain, c'est certain. Il faut premièrement identifier les bons interlocuteurs, n'est-ce pas? Et ensuite, il faut poser les vrais problèmes et finalement, il faut être de bonne foi, c'est-à-dire avoir la volonté de résoudre véritablement le problème, mais non pas simplement de manipuler l'interlocuteur. Donc, ce sont là des conditions indispensables pour que l'on arrive à des conclusions plus ou moins acceptables. Moi, je me réfère à ce que certains historiens vous disent, les gens qui connaissent bien la République dominicaine, lorsque le problème s'est posé entre Balaguer et Peña Gómez, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les grands entrepreneurs du secteur privé des affaires qui ont persuadé les politiciens qu'il fallait négocier, qu'il fallait trouver une solution, parce que les affaires et l'économie du pays en général allaient en pâtir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que cette prise de conscience se manifeste à tous les niveaux, au niveau des grands entrepreneurs qui ont quand même beaucoup à perdre dans une dégradation complète de la situation haïtienne, au niveau aussi des familles dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, avec beaucoup d'inquiétude que les parents conduisent leurs enfants à l'école quand on voit, n'est-ce pas, ce qui se passe dans les rues et même dans les salles de classe. Absolument, absolument. Maintenant, venons-en, si vous le voulez bien, rapidement à l'attitude des autorités américaines. On l'a appris, l'ambassade américaine, après la visite d'un haut fonctionnaire du département d'État, a réitéré de manière très claire la position américaine disant qu'il fallait absolument aller aux élections, mais ils ont poussé le pion un petit peu plus loin en menaçant tous ceux qui s'opposeraient à cette façon de faire de conséquences, sans précision. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude américaine et sur quoi est-ce que cela peut déboucher? Bon, la première chose qu'il faut dire, il faut commencer par comprendre, n'est-ce pas, l'attitude américaine. Nous savons que c'est un pays qui accorde une très grande valeur à la démocratie. Je crois qu'ils l'ont prouvé à travers le monde. Ils sont toujours en train de promouvoir la démocratie. Et qui dit démocratie dit équilibre des pouvoirs. Or, aujourd'hui, nous avons un déséquilibre au niveau des pouvoirs. Nous n'avons pas de pouvoir législatif. Nous avons un pouvoir exécutif qui, n'est-ce pas, décrète, qui légifère, etc. Ceci n'est pas acceptable pour le monde occidental en général. Pas seulement les États-Unis, mais aussi les pays qui sont membres de l'OEA, les Nations Unies, l'Union européenne, tous ces pays, aujourd'hui, ils valorisent la démocratie et ils souhaitent que leurs partenaires aient un comportement démocratique. Donc ça, il faut le comprendre. Maintenant, là où personnellement, je trouve que la déclaration de cet adjoint de M. Pompeo, n'est-ce pas, où sa déclaration est déséquilibrée, et qu'il met la pression sur les partis politiques, la société civile, mais je pense qu'il aurait dû également, en même temps, mettre la pression
sur le gouvernement, sur l'exécutif et en particulier sur le président Jovenel Moïse. Parce qu'il a une grande part de responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui, dans tout ce qui arrive là, à propos des élections et de la non-volonté des gens à participer aux élections. Premièrement, nous savons qu'il a refusé, en complicité avec le Parlement, bien sûr, de poursuivre les élections indirectes qui avaient déjà commencé. Il y avait déjà des élus des assemblées municipales. Absolument. Ils avaient dit qu'ils devaient revoir la loi et rien n'a été fait pendant plus de 3 ans. Ensuite, l'échéance pour les élections législatives pour la Chambre des députés est arrivée. Rien n'a été fait pour un tiers du Sénat non plus, pour les maires, n'est-ce pas, les élus locaux, rien n'a été fait. Nos dirigeants, n'est-ce pas, prennent l'habitude de ne pas faire les élections à temps. Donc aujourd'hui, il a une part de responsabilité. Et l'autre, je dirais, faute grave qui a été commise, à mon avis, par l'exécutif, c'est qu'il y avait une dizaine de sénateurs qui avaient encore 2 années, n'est-ce pas, de mandat. Et on a décrété que le Parlement était caduc, que leur mandat était caduc, alors que quand on regarde les choses de façon objective, ils avaient encore 2 années à courir. Eh bien, certainement, c'est ce même raisonnement que l'opposition applique aujourd'hui au président. Donc, si aujourd'hui nous n'avons pas, même pas un Sénat capable de se réunir, capable de réunir un quorum, il a une certaine responsabilité. Donc, que dit la loi aujourd'hui? La Constitution amendée prévoit que le CEP doit être formé de 3 représentants de l'exécutif, 3 représentants du Parlement, 3 représentants du judiciaire. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas de Parlement, ce qui signifie que la loi ne peut pas être appliquée. En général, en politique, lorsque on ne peut pas appliquer la Constitution, il faut un accord politique. C'est pour ça que je dis, le président de la République doit faire quelque chose pour essayer de trouver un accord politique avec les autres partis politiques. Et je pense que les États-Unis devraient également faire pression sur le président de la République pour qu'il cherche ce dialogue. Il y a un dialogue qui avait été amorcé à l'Annonciature apostolique et qui a continué après 3 jours. Et malheureusement, c'est le président de la République lui-même qui s'est retiré de la table, je dirais, de façon unilatérale pour former son gouvernement sans attendre un accord politique. Je crois qu'aujourd'hui, il doit avoir l'humilité, il doit avoir la modestie, n'est-ce pas, de revenir à la table de négociation, et ceci pour le bien du pays. Et je crois que même certains de ses alliés, n'est-ce pas, souhaitent ce dialogue politique, et je pense qu'il doit s'y soumettre, car c'est le seul moyen, à mon avis, de permettre au pays de sortir de cette impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Eh bien, merci infiniment, professeur Desroches, d'abord de vous être rendu disponible pour nous et ensuite d'avoir fait ce tour d'horizon de manière tout à fait claire et précise, comme d'habitude, dirais-je. Merci encore, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et bonne fin de journée. Merci beaucoup, c'est un plaisir et un devoir. Voilà, c'était le professeur Ronnie Desroches de la société civile qui donnait sa vision de la situation aujourd'hui qui prévaut, en particulier dans les rues, et également pour ce qui est des hypothétiques prochaines élections. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.